chronique pour... Quoi? Je peux faire. Salut à tous et bienvenue sur Canapcam Chronique, et aujourd'hui on se retrouve pour un focus sur Mad Max. C'était nul. Du coup je disais Mad Max. Dans un futur post-apocalyptique, une bande de motards hors la loi a pris le contrôle des routes. Ils dévastent tout sur leur passage, méprisent absolument tout type d'autorité, mais il semblerait qu'ils aient sous-estimé un certain officier en la personne de Max Rokatansky, interprété par Mel Gibson. Ils vont s'en prendre à sa famille, mais ils ne savent pas alors que celui-ci va sombrer dans une folie frénétique et qu'il n'aura alors plus qu'une idée en tête, se venger. Mad Max premier du nom est sûrement le film australien le plus rentable de l'histoire, étant donné qu'il n'a coûté que quelques centaines de milliers d'euros et qu'il en a rapporté environ 100 millions. Il faut savoir que George Miller était à la base un urgentiste de nuit et qu'il a vu au cours de sa carrière beaucoup de victimes d'accidents, et c'est ce qui lui aurait donné l'idée de faire ce film. Si le film a permis à George Miller et à Mel Gibson de sortir de l'ombre, le manque de budget et la censure feront qu'il ne sera connu que quelques années plus tard. On commence à reconnaître la patte de George Miller avec ses gros plans, ses plans accélérés, ou encore une quête initiatique présente dans chacun de ses films, tels que Babe 2, Lorenzo ou encore Happy Feet. Ce film a beaucoup choqué, non pas par la violence de l'image, mais plus par la violence du monde lui-même, qui a été complètement assumé par le réalisateur. Celui-ci nous présente une lutte pour la survie dans un monde où les autorités mêmes ont basculé dans l'anarchie. Mad Max 2 alias The Road Warrior aux États-Unis ou Le Défi en France est sorti en 1981. Cette fois-ci, le monde a complètement basculé dans un chaos total suite aux guerres nucléaires entre les grandes puissances. Max et son chien vont se retrouver coincés dans une guerre entre deux clans, l'un possédant le pétrole et l'autre voulant s'en emparer. Cette fois-ci, George Miller, qui possède un budget conséquent, imposera un univers qui inspirera des films pour les décennies à venir et donnera ses lettres de noblesse à la saga. La séquence finale du film montre une poursuite meurtrière qui fera toute l'essence de Mad Max Fury Road. George Miller maîtrise enfin sa caméra et Mel Gibson est définitivement imprégné par le personnage. La place du pétrole et des ressources nécessaires à la vie devient centrale dans ce film. D'ailleurs, la boîte de nourriture pour chiens est devenue un élément culte de la culture pop et cinéma. L'intention du premier film est de nous montrer la vengeance et la déshumanisation du personnage qui deviendra pire que les motards qu'il pourchassait, alors que dans le deuxième film, il cherche une rédemption. Il n'a pas pu sauver sa femme et son fils, mais il peut se rattraper en sauvant le clan. Le troisième volet de la saga met en scène Max qui va se retrouver à Bartertown, la ville du marchandage où il va faire la connaissance de l'impératrice qui est jouée par Tina Turner. Cette dernière va lui proposer un marché, à savoir se battre sous le dôme du tonnerre en échange de pièces pour sa voiture. C'est l'opus le plus critiqué de la saga car il prend une direction différente des deux autres, et même qualifié de nanardesque par certains. Avec ce film, la saga va se transformer en une espèce d'épopée fantastique, presque guerrière, dans lequel Mad Max va faire figure de personnages prophétiques et héroïques. La trilogie originale a laissé une marque indélébile dans la culture cinématographique. Elle a inspiré beaucoup de films post-apocalyptiques comme Waterworld. Mais Mad Max Fury Road prend ses racines tout autre part. Il a été d'ailleurs beaucoup inspiré par le livre d'Eli au niveau esthétique. Mad Max Fury Road est sorti le 14 mai de cette année en France. Entre reboot et suite, on parlera plutôt d'un putain de film badass! On parlera plutôt d'une relecture de la saga. Tom Hardy interprète Max dans un monde post-apocalyptique où des clans se sont déjà formés. Il est hanté par un lourd passé dont les réminiscences sont fréquentes et violentes, qui sera certainement creusé dans le prochain film. Il va se retrouver embarqué au cœur d'une course-poursuite meurtrière faite de sang et de métal hurlant. Les radiations ont fait des ravages dans les populations et certaines personnes souffrent de maladies ou de déformations. L'eau et le pétrole sont rationnés et un prophète a fait son apparition, Immortan Joe, qui garde pour lui les plus belles femmes ainsi que les ressources. Ces femmes sont appelées des pondeuses et produisent le lait maternel qu'il garde secrètement au cœur de sa citadelle. L'un de ses impérateurs, Furiosa, interprété par Charlize Theron, va aider les pondeuses à fuir avec elle dans le désert en direction de la mystérieuse Terre Verte. Immortan Joe a été touché par les radiations et développe une maladie de peau très rare. Il va se sentir trahi par son impérateur préféré, Furiosa, et tentera par tous les moyens de récupérer ses biens. Fait à noter, il porte un masque. D'ailleurs, ce masque a une importance. À l'image d'un Dark Vador, d'un Bane ou d'un Hannibal Lecter, le masque déshumanise le personnage. Pour citer Bane dans Dark Knight Rises, personne ne se souciait de moi avant que je ne mette ce masque, et c'est d'ailleurs par ce masque qu'Immortan Joe tombera dans les dernières minutes du film. Pour certaines personnes, l'histoire n'est pas le point important de Mad Max Fury Road, et pour d'autres, le scénario a été écrit comme ça.
Monsieur Miller, il faudrait que... Bon, vous voulez quoi là? On sort le film dans 2 semaines, vous pensez pas qu'il nous faudrait un scénario? Mais vous croyez que je suis en train de faire quoi là? Explosion. Pourtant, l'histoire n'est pas aussi pauvre que ça. Le contexte est sensiblement le même que pour la trilogie originale de Mel Gibson. Max est toujours tourmenté par son passé, et la Terre est complètement désertique, en tout cas pour ce qu'on a exploré dans ce film. Le film commence d'ailleurs par repréciser le contexte. On entend Max en voix off qui dit que ce monde est à feu et à sang, et on entend des voix de journalistes qui parlent d'une guerre de l'eau et d'une guerre du pétrole. Le premier plan de Tom Hardy résume parfaitement l'œuvre. On le voit avec sa voiture, l'Interceptor et le désert derrière. Il attrape un lézard et le mange. C'est un condensé de Fury Road. Il est intéressant de noter que le film Mad Max Fury Road a été retenu, hors compétition bien entendu, au Festival de Cannes. C'est quand même marrant de s'apercevoir que nous, Français, on commence à s'intéresser aux films des bouffeurs de popcorn. Et oui, le popcorn, parlons-en. Il a été créé par les Indiens Navajo. Faudrait lui dire quand même. Au début, ils pensaient qu'il était censé contenir des esprits démoniaques de leur... Je vais aller lui dire. Sauf que quand les conquistadors américains sont arrivés, ils ont tout rasé, ils s'en foutaient. Peu après, ils se sont aperçus que le popcorn pouvait être mangé en fait... Attends, je suis en train de filmer là. Oui, mais là, il y a un problème là. Tes cheveux, ils sont pas raccords. Oh mon Dieu! Et en plus, tu dis de la merde. Oh mais déconne pas, j'ai été juste... Esthétiquement, le film a été très travaillé et les visuels est mis au service de l'expérience. On trouve des couleurs très saturées et rouges, du cuivre, de l'argent, de la poussière et des cendres. Et surtout la patte d'un George Miller bien plus expérimenté qu'auparavant. On nous sert des plans serrés, des gros plans, beaucoup de cuts, de nombreuses caméras, des travelling très rapides et surtout de majestueux plans aériens sur des rangées de véhicules en ferraille rouillée. Mention spéciale aux plus impressionnants d'entre eux qui, non content de transporter 6 tambours, transportent également le guitariste électrique qui ponctue la poursuite par la musique. La musique d'ailleurs, parlons-en, composée par Junkie XL, qu'on a déjà entendu sur 300, La naissance d'un empire, Divergent, Paranoia ou encore une bonne dizaine d'autres films. Force est de constater qu'on est en face d'un compositeur talentueux, puisqu'on passe de percussions très puissantes à des compositions symphoniques, presque classiques, parfois retravaillées à l'ordinateur. Et bien sûr, du rock et du métal. Dernier point sur l'esthétique du film, la 3D. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir en 3D au cinéma, elle est très bien exploitée. Ce film jongle très bien entre ce que George Miller sait faire, à savoir le cinéma classique, et la 3D. On peut avoir des plans d'ensemble qui nous montreront des tempêtes et des étendues désertiques, ou des plans plus serrés et traversés par de nombreux objets ou par des explosions. Mad Max, c'est le premier film d'Abbey Lee et de Courtney Eaton, tandis que Zoe Kravitz et Riley Keough avaient déjà une petite carrière derrière elle. Et Rosie, ayant joué dans l'immonde Transformers 3. Au final, rien à redire sur leur jeu. Et dans le rôle d'un Warboy qui sera très important à l'histoire, on a Nicolas Hoult. Il nous délivre ici peut-être la meilleure performance du film, avec un personnage oscillant entre une sorte de folie ou d'insanité avec un sentiment de devoir puis d'amour. Pour ce qui est de la performance des autres acteurs, Charlize Theron n'a plus rien à prouver. Elle arrive parfaitement à montrer la détresse et la force du personnage de Furiosa. Et pour Tom Hardy, c'est certainement le rôle que l'on retiendra de lui dans les prochaines décennies. Il pourra bien sûr le développer dans les prochains films, puisqu'ici il reste encore un peu à la surface du personnage. Mais il est dans ce film le Road Warrior qu'était Mel Gibson. Alors on a parlé de l'esthétique, des personnages, du scénario et de la 3D, maintenant on va passer au débat.